Nous allons attendre encore 1 ou 2 minutes avant de commencer notre 21e webinaire des rendez-vous de la COP éducative au Brésil. Donc, soyez toutes et tous les bienvenus. Donc voilà, ce webinaire animé par Mariana Barioni a beaucoup intéressé, je crois. Beaucoup de personnes se sont inscrites. Donc, merci d'être présents aujourd'hui pour ce mercredi 26 août, si je ne m'abuse. Donc voilà, juste pour rappel, donc si vous souhaitez un certificat, pensez bien à activer d'ores et déjà votre caméra et ne pas l'arrêter en cours de la présentation. Vous devez vraiment être présent du début jusqu'à la fin du webinaire. Et comme d'habitude, si vous avez déjà eu l'occasion de participer à des webinaires, donc Mariana parlera plus ou moins durant 40 minutes, Mariana. Oui. Puis, voilà, 20 minutes seront consacrées à la réponse aux questions. Donc voilà, restez bien présents jusqu'au bout, puisque à la fin, normalement, à la fin de l'intervention de Mariana et avant la réponse aux questions, il y aura un mot mystère qui sera envoyé sur le chat. Donc soyez bien attentifs. Ce mot vous sera demandé lors du remplissage du questionnaire de satisfaction, et c'est une condition sine qua non pour obtenir le certificat. Donc voilà, n'oubliez pas de laisser la caméra allumée, de bien être attentif, de bien être présent du début jusqu'à la fin et de bien noter le mot mystère qui vous sera donné sur le chat. Et pour changer le nom, vous devez cliquer sur les 3 points qui accompagnent votre photo, la renommer, vous mettez nom, prénom. Ah oui, merci Ingrid, effectivement, j'ai oublié de dire que oui, votre nom complet doit apparaître également. On commence? C'est bon, tout le monde est prêt? Donc, oui. Merci à toutes et tous d'être présents pour ce 21e rendez-vous de la COP éducative. Donc, je suis Marjorie Ponce pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis chargée des certifications et des formations à l'ambassade de France. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Ingrid Pérez, que vous connaissez sûrement déjà, qui est animatrice IF Prof Brésil, ainsi que de notre intervenante du jour, Mariana Barioni, qui va nous parler du FLE pour les enfants. Comme vous pouvez le voir déjà maintenant, puisque Mariana a commencé son partage d'écran. Donc, le FLE pour les enfants, comment est-ce possible à distance? Si je ne m'abuse, cette présentation est basée sur les connaissances acquises lors du stage que Mariana, vous avez suivi pour les professeurs au CLA en 2018. C'était une bourse qui vous avait été attribuée par l'ambassade et la Fédération brésilienne des professeurs de français. Et vous êtes, pour vous présenter en 2 mots, professeur au lycée français de Sao Paulo. C'est exact? Exactement, exactement. Super. Donc, merci beaucoup d'être présente avec nous aujourd'hui. Donc, je laisse la parole maintenant à Mariana. Super, merci Marjorie. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation de la coopération éducative. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le webinaire qui a comme titre « Le FLE pour enfants, mode d'emploi, est-ce possible à distance ?» Comme Marjorie m'a bien présenté, je m'appelle Mariana Barioni et je suis professeure de FLE au lycée Pasteur, lycée français de São Paulo. C'est un établissement conventionné par l'AEFE. Alors, juste avant de commencer, des petits remerciements. Merci au service des COP éducatives pour l'invitation, toute l'organisation, etc. Au lycée où je travaille et où je peux tant apprendre avec des enfants, avec mes collègues, la direction et tout. Encore, merci beaucoup à la Fédération brésilienne des professeurs de français et aussi à l'APFESP pour l'opportunité que j'ai eue de partir en France pour faire le stage dont je vous parle dans la suite et finalement à vous, aux collègues présents. Alors, et les programmes de ce webinaire aujourd'hui, ils s'organisent comme ça. Bon, d'abord, je vais vous parler un peu de l'idée de ce webinaire, d'où il est sorti, d'où il est né, pourquoi je suis là, etc. Puis, je vais vous parler de quelques notions théoriques de l'enseignement du FLE pour enfants. Et là, il sera le partage des connaissances acquises lors du stage que j'ai suivi en France. Je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas. Et finalement, je vais vous présenter quelques idées d'activités qui peuvent être utilisées en salle de classe et à distance vu
les confinements au Brésil, Covid-19, et à Sao Paulo, on est toujours confiné, partout au Brésil, je pense. Donc, dans ces contextes-là, assez spécial et nouveau. Bon, alors, l'idée de ce webinaire, j'y ai mis une petite photo. Vous pouvez voir moi, avec ma collègue Carla, professeure de FLE brésilienne aussi, avec les collègues de Russie. Et qu'est-ce que c'est cette photo? Cette photo, elle a été prise lors du stage que j'ai suivi au Club Besançon grâce à la bourse que j'ai eue, offerte par le partenariat de l'ambassade de France au Brésil et la Fédération brésilienne des professeurs de français. Donc, pour postuler à cette bourse, il fallait être associé à son association de professeurs de français. Là, je souligne l'importance d'être associé. Je suis associée à mon association à l'APFESP depuis 2010, si je ne me trompe pas. Donc, je souligne l'importance d'être associé. Si vous l'êtes, c'est très bien. Si vous ne l'êtes pas encore, associez-vous. C'est vraiment très important. Et grâce à l'association, j'ai pu postuler à cette bourse et je l'ai eue. Et en décembre 2018, je suis partie à Besançon avec mes collègues professeurs de FLE brésiliens qui sont devenus des amis. Et on a fait un stage qui s'appelait le FLE au jeune public. Et les modules là qui m'ont tant touché à cœur, on va dire, c'était les modules avec Hélène Ventier, qui est au centre de la photo. Et ces modules-là dont je parle s'appelaient FLE au jeune public. Déjà, il s'agit d'une diffusion des connaissances acquises. C'est vraiment pour multiplier tout ce que j'ai appris lors de cette très importante opportunité. Et aussi lié à mon expérience professionnelle, vu que je suis enseignante de FLE au lycée Pasteur. Et au lycée, je suis professeure de FLE en maternelle et en élémentaire, ce qui correspond à l'enseignement brésilien, éducation infantil et ensino fundamental 1. Et j'ai déjà eu l'opportunité d'animer des formations, on va dire, pour les collègues et professeurs de FLE aux enfants, à mon association, à l'APFESP, aux associés des Profarni, avec ma chère copine Thaïs, sa présidente, c'était en ligne. Et aussi, j'ai eu l'opportunité d'animer une formation à l'association lituanienne des professeurs de français, toujours dans cette idée de partage des connaissances acquises. Donc, voilà pourquoi je suis là. C'est vraiment tout ce que j'ai appris lié à ma pratique professionnelle pour échanger avec vous. Et pour s'échauffer, vu qu'il fait froid, vu qu'à São Paulo, il fait froid aujourd'hui, on va s'échauffer un tout petit peu. Je vous invite à sortir vos portables, si vous avez un portable à côté ou une tablette, etc. Et je vous invite à jouer un petit caout. Et comme ça, je pourrai connaître vos avis à propos du thème. C'est un tout petit caout, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour s'amuser un tout petit peu, bien évidemment, en parlant du sujet. Alors, kahoot.it et Ingrid et moi, nous allons vous montrer les game ping. Oui. Là, sur le chat. D'accord. Super. Ici. Vous pouvez les voir? Oui, parfait. Super. Très bien. Alors, c'est parti. Hop. Première question. Les enfants apprennent plus vite et mieux les langues que les apprenants plus âgés. Qu'en pensez-vous? Super, cela dépend du contexte. Alors, je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas.
et je vais vous montrer les réflexions menées par Hélène Ventier, spécialiste vraiment en FLE pour enfants. Donc, juste un petit commentaire. On a vraiment tendance à cocher la case rouge. Bah, vous voyez, il y a eu 14 personnes qui ont coché la case bleue et la même quantité qui vraiment a coché la case rouge. Mais selon les spécialistes, vraiment, cela dépend du contexte. L'affirmation là, très célèbre chez nous au Brésil, et je pense qu'un peu partout, les enfants sont comme des éponges. Oui, mais attention, c'est vraiment dépendant du contexte. Et bah, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Prochaine question. Vrai ou faux? En contexte institutionnel, les enfants apprennent plus vite que les apprenants plus âgés. Alors, en contexte institutionnel, les enfants apprennent plus vite que les apprenants plus âgés. C'est faux et on va en parler dans la suite. Ne vous inquiétez pas, c'est faux selon les spécialistes. Mais c'est bien équilibré, hein? Donc vraiment, on a un débat important. Et un contexte d'immersion, les enfants apprennent plus vite que les apprenants plus âgés. Vrai ou faux? Bah là, la majorité vraiment, elle est d'accord et je suis d'accord aussi. C'est vrai, en contexte d'immersion, les enfants apprennent plus vite que les apprenants plus âgés, les ados, les adultes, etc. Mais on va en parler aussi, ce que c'est considéré en contexte d'immersion et ce que c'est considéré en contexte institutionnel. Alors, un petit podium juste pour s'amuser. Félicitations Adélaïde, félicitations Julia et bravo Samira. Super, ben, très bien, c'est parfait. Je vous félicite à tous. Merci pour la participation. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à jouer un tout petit peu. Et vu que vraiment, on s'est déjà échauffé, hop, c'est parti. Alors, pour commencer la discussion, je vous présente quelques notions théoriques de l'enseignement du FLE pour enfants. Au début du caout, j'ai mis l'affirmation là, qui est en rouge. Les enfants apprennent plus vite et mieux les langues que les apprenants plus âgés. Et la bonne réponse, la vérité, c'est cela dépend du contexte. C'est-à-dire, l'histoire que les enfants sont des éponges, elle n'est pas toujours valable. Et pourquoi? Il y a une grosse différence des contextes. Regardez bien. En gros, on a deux contextes. Bien évidemment, on a d'autres contextes, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur deux contextes. On a les contextes dits institutionnels qui nous fait penser à une institution. Par exemple, l'Alliance française, l'Institut français, les écoles des langues étrangères, etc. Où vraiment, il y a le regard des cours de FLE, des cours de français en tant que langue étrangère et que ça. Et on a aussi les contextes d'immersion. Et je souligne, c'est quoi un contexte d'immersion ici considéré? Les contextes où la langue, elle est vraiment présente lors des échanges réalisés socialement. Donc, si la langue, elle est vraiment présente en milieu social, on parle d'un contexte d'immersion. Bien sûr, il y a des contextes mélangés, entre guillemets, mais aujourd'hui, vu vraiment la limitation de temps et tout, on se concentre sur ces deux contextes. Vu qu'on parle de l'enseignement du FLE, français langue étrangère, on va se concentrer sur les contextes institutionnels, des cours des langues étrangères, quand l'enfant, il n'est pas en immersion. Alors, et un contexte institutionnel à l'école où il suit seulement les cours de langue étrangère, de français en tant que langue étrangère, non. La réponse, c'est non. Et là, je reprends les explications d'Hélène Ventier. Selon les spécialistes et selon Hélène Ventier, en contexte institutionnel, les enfants n'apprennent pas plus vite et mieux les langues que les apprenants plus âgés. C'est-à-dire que ça prend beaucoup plus de temps. Et les familles, quand elles découvrent ça,
elle se demande ou elle nous demande à nous, les enseignants, ou à l'école, ou à la direction, bah ok, donc si en contexte institutionnel, les enfants n'apprennent pas plus vite, ça sert à quoi alors? Il y a une pensée qui existe, par exemple, bah d'accord, si mon enfant, en venant au cours de français en tant que langue étrangère 2 fois par semaine, ça va mettre 5, 6, 7 années pour qu'il puisse s'exprimer bien. Ça sert à quoi de le mettre à 4 ans, à 5 ans à l'école des langues étrangères? Ça sert à quoi de l'inscrire à ces moments si je peux me faire des économies et l'inscrire quand il sera plus grand? Il y a une pensée là, il y a les rôles de l'argent, bien évidemment, et ce qu'on peut dire aux familles en tant qu'enseignant, en tant qu'école des langues et tout, c'est que le fait de commencer à apprendre une langue tôt a des contributions neurolinguistiques et des développements incroyables. Ça, c'est prouvé. Il y a pas mal de recherches qui les montrent. Vraiment, l'importance de commencer à apprendre une langue étrangère, 2 langues étrangères, les plus jeunes possibles. Et une suggestion là-dessus, c'est vraiment d'expliquer aux familles de vos élèves, si vous avez des élèves petits, des enfants, vraiment ce que les enfants seront capables de faire à la fin de tel module ou tel semestre. Par exemple, si à la fin de tel module, l'enfant sera capable de se présenter, parler de ses goûts et préférences, etc. Faut vraiment laisser ça très, très, très clair pour calmer les familles. Il y a toujours une vraie angoisse des familles quand il s'agit de leurs enfants. On le comprend, hein? On est papa, maman aussi, mais vraiment, en tant qu'enseignant de FLE, en tant qu'enseignante de FLE, moi, il faut laisser ça très clair. Et une suggestion d'Hélène Ventier, c'est vraiment que l'école ou l'enseignant laisse ça très, 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 très clair aux familles pour les calmer, et surtout parce qu'on a toujours l'histoire de « Ah non, mais ça va très vite, c'est comme des miracles, les enfants apprennent comme des éponges. » Et non, vraiment, on vient de voir qu'en contexte institutionnel, c'est pas tout à fait ça. Et toujours en parlant des notions théoriques, probablement vous la connaissez déjà, cette théorie, la théorie des intelligences multiples. Ça a été une théorie proposée par Gardner aux années 80. Son livre que j'ai là, c'est daté de 2008. Mais bon. Et en gros, cette théorie a dit qu'il existe plusieurs types d'intelligence chez l'enfant d'âge scolaire et aussi, par extension, chez l'adulte. C'est-à-dire, selon Gardner, tous les individus ont tous les types d'intelligence. Cependant, quelques types d'intelligence sont plus développés que d'autres. Moi, j'ai toutes les intelligences que vous, sauf que quelques intelligences à moi, quelques types d'intelligence à moi peuvent être plus développés ou aussi moins développés qu'un collègue, par exemple. Donc, vraiment, tous les individus ont toutes les intelligences, mais niveau développement d'intelligence, ça change. Et bah, là, on le savait déjà, mais la théorie, elle nous prouve, on n'apprend pas de la même manière, vu la différence de développement d'intelligence. Et si on n'a pas vraiment toutes les intelligences développées de la même manière, on n'apprend pas de la même manière, ce qui est très intéressant et très enrichissant dans nos cours, c'est réaliser des activités qui fassent appel aux différents types d'intelligence. Par exemple, si dans ma classe, j'ai une douzaine d'enfants, bah, c'est sûr, ça sera beaucoup plus enrichissant de faire des activités qui fassent appel à des différentes intelligences que seulement un ou deux types d'intelligence. Et quels sont les types d'intelligence selon
Howard Gardner. Cette image, elle les montre. Alors, on a l'intelligence verbale, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence visuelle spatiale, naturaliste, musicale, logico-mathématique, existentielle, interpersonnelle et corporelle. C'est-à-dire, c'est plus intéressant aux apprenants de diversifier les types d'activités. Comme ça, on va toucher à un plus grand nombre d'apprenants. C'est vraiment, ça change et ça laisse vraiment les cours plus riches. Et toujours en parlant de la famille, je voudrais juste boire un peu d'eau, 2 secondes. En général, les choix d'apprendre les français, ça vient de la famille. Bien évidemment, il y a des enfants qui s'intéressent et tout, mais en général, si on peut dire, les choix, c'est vraiment un choix familial. L'enfant, lui, il s'intéresse à ce qu'on fait avec. Bah, ok, on va apprendre les français, c'est super. Ok, mais qu'est-ce que je vais faire avec les français? Un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, bah, il n'a pas cette notion de mondialisation, l'importance de parler des langues étrangères, ça va ouvrir les mondes, de francophonie et tout ce qu'on connaît. Vraiment, l'enfant, il aime ce qu'on fait avec. C'est à ça qu'il s'intéresse. Et les enfants, par définition, ils aiment jouer. C'est la caractéristique principale. Jouer. Et là, on arrive au jeu. Le jeu en cours de FLE pour enfants. C'est vraiment un rôle essentiel, un rôle principal. Ça occupe le jeu dans les cours de FLE pour enfants. Et pourquoi? Parce que le jeu, ça permet l'interaction, ça permet la répétition et je voudrais vous montrer des citations de Brunner. D'abord, il dit que l'acquisition d'une langue se passe vers l'interaction. Ben voilà, l'interaction permise par le jeu et la répétition du langage dans une situation donnée favorise l'acquisition. Alors, quand on va jouer, il y a de la répétition, on va en parler dans la suite. Et ça permet l'acquisition du langage, de la langue étrangère. Et toujours selon Hélène Ventier, quand on pense au jeu, on pense à s'amuser et tout, à rigoler. Sauf que le jeu en cours, surtout un cours de FLE pour enfants, bah, dans tous les cours en fait, pas que de FLE, mais aussi tous les cours tous les cours pour enfants, les ludiques demandent beaucoup de sérieux. Et on ne doit pas jouer pour jouer. C'est pas la fête du jeu, on va pas jouer n'importe comment, à n'importe quoi. On doit vraiment cibler l'objectif du jeu. C'est vraiment un outil pédagogique pour enseigner et il faut bien mener la forme et la mise en œuvre. Pas des trucs distrayants, parce que sinon, l'enfant, il va se concentrer sur ce qui lui attire l'attention et non vraiment au fait de jouer et toute possibilité que ça s'ouvre par rapport au langage. Il faut bien calibrer le jeu, c'est-à-dire pas de jeu trop facile à des apprenants qui ont déjà un certain niveau, ni le contraire. Pas de jeu trop difficile à des apprenants des bases. Donc, il faut vraiment calibrer les jeux. Et je souligne une citation de Piaget. Piaget nous dit que l'enfant, il apprend par l'action. Et dans le jeu, on a le langage pour agir. Avant de passer au jeu, les prérequis doivent être suffisamment travaillés, les prérequis linguistiques. Tout ce que l'enfant devra... Alors, tout ce dont l'enfant aura besoin pour jouer, il faut que ce soit vraiment bien travaillé. Et avant de commencer les jeux, il faut réactiver tout ce qu'il faut pour que les enfants jouent en français.
C'est vraiment, surtout quand on a des apprenants qui ont la même langue étrangère, la même langue maternelle, ils ont une tendance énorme à se parler en langue maternelle. Donc non, il faut bien considérer, il faut bien organiser, il faut bien laisser clair aux élèves. On est en cours de français, on va jouer en français. Voilà pourquoi l'importance de tout réactiver. Et on parle spécifiquement des cours de FLE aux enfants. Alors, selon Hélène Ventier, il y a des caractéristiques par lesquelles on ne peut pas... Alors, on a des caractéristiques qu'on ne peut pas du tout oublier. Par exemple, une ambiance sympa et détendue. Les routines, ça a un rôle très, très, très important aux enfants. Alors, il faut installer des routines au cours de FLE aux enfants. Une ambiance de mystère, un effet surprise. Vraiment, c'est quelque chose qui attire l'attention des enfants. Des éléments visuels. C'est vraiment très, très, très intéressant. Des gestes qui facilitent la prononciation et je profite pour dire les gestes, ça facilite aussi la mémorisation. Les gestes vraiment sont très importants. Et un cours de FLE aux enfants, c'est hyper intéressant quand on a une approche plurisensorielle. Et pourquoi? Parce qu'il faut occuper les mains et les oreilles des enfants. C'est très, très, très rare de voir un enfant qui reste assis très sage tout le temps. Ça, c'est une caractéristique de l'adulte. Les enfants, ils bougent, ils parlent, vraiment. Donc, il faut occuper leurs oreilles et leurs mains. Et une petite citation aussi de Ventier que moi j'adore. Enseigner aux enfants, c'est des pieds à la tête en passant par le cœur. Et là, c'est extrêmement important. Vraiment, l'importance du sentiment et de l'intérêt par le français. Il faut vraiment réveiller ça chez l'enfant et comme ça, on peut construire un chemin d'apprentissage très intéressant chez l'enfant. Et finalement, j'arrive à quelques idées d'activités. D'abord, je vais vous présenter quelques idées qu'on peut mener en cours à présence. Puis après, je passerai aux idées des cours à distance. Alors, une petite activité pour travailler la compréhension orale, c'est de travailler la compréhension orale à partir des comptines. La comptine L'araignée gypsy, elle a des versions en pas mal de langues. Elle a la version en portugais, elle a la version en anglais. Je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il y a la version en espagnol, peut-être en autre langue. Et d'écouter les comptines avant de visionner la vidéo. Je pense que c'est très intéressant et de faire vraiment des exercices de compréhension orale à partir d'images. Ici, l'araignée gypsy, c'est la comptine. L'araignée gypsy monte la gouttière. Après, vous aurez accès au diapo. Donc, si vous ne la connaissez pas, vous pourrez l'écouter sur YouTube. Elle est très célèbre. Et cette activité, elle est très simple. On va écouter la comptine pour la première fois. Peut-être les enfants la connaissent, peut-être pas. Peut-être ils la reconnaissent en une autre langue, mais peut-être pas. Donc, on va écouter et on va numéroter la séquence de faits. Ce qui se passe d'abord numéro 1, puis numéro 2, puis numéro 3 et puis numéro 4. Vraiment, on va essayer de repérer les éléments linguistiques de la petite histoire présente dans la comptine. Et ici, les apprenants sont déjà en fin de niveau 1-1, les niveaux du cadre européen comme les références pour les langues, comme vous les connaissez très bien ces niveaux. Bon, petite activité de compréhension orale et quelques activités de production orale. Cette activité, j'aime beaucoup la faire en tout début des cours, vraiment début niveau 1.1. Pourquoi? Pour apprendre à communiquer en cours, pour être capable d'exprimer les besoins des bases, on va dire. Alors, on va travailler avec des flashcards.
pour travailler vraiment ce dont ils auront besoin en cours. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Est-ce que je peux me moucher? Est-ce que je peux me laver les mains? Et est-ce que je peux aller boire? Alors, on travaille avec les flashcards, on répète, on répète, on répète, on travaille de façon toujours ludique, dynamique, etc., etc. Pour après, moi, ce que j'aime beaucoup faire, mais il y a pas mal de possibilités, je découpe les fiches taille, je ne sais pas à combien, bon, c'est pas grave, genre une feuille A4 partagée en 4 ou partagée en 2, ça dépend. Et j'aime bien partager les groupes en 2 et faire une sorte de rallye. Après avoir scotché les fiches sur les murs ou par terre, on fait une sorte de rallye, 2 équipes et on va, si par exemple j'ai les scotch par terre, il faut marcher dessus et dire ce que l'image montre. Par exemple, si l'enfant marche sur le picto là, des toilettes, il va dire est-ce que je peux aller aux toilettes? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Désolé. S'il marche sur la fille qui est en train de boire de l'eau, il doit dire est-ce que je peux aller boire, etc., etc. Donc, à partir de ces moments, et toujours pour la suite, il sera capable de dire ça en français. Donc, il n'y aura pas d'excuse. Ah, mais je ne sais pas le dire. Si tu le sais, dis-le en français pour vraiment instaurer la communication en français et pour que ce soit authentique parce que c'est des situations qui vont sûrement arriver. Bon, cette activité-là que je vous montre, c'est une bataille navale, 2 fiches comme celle-là qui vous apparaît. Et désolé, pour travailler les jouets, les jeux et exprimer la relation d'appartenance. C'est mon ballon, c'est ma flûte, c'est tes cartes, c'est sa trottinette, etc. Évidemment, on passe au jeu après avoir beaucoup travaillé et insisté sur mon, ton et son. C'est vraiment quelque chose à la fin du module, on va dire, à la fin de ce parcours d'apprentissage. Et on joue à cette activité en binôme. Ils restent assis l'un contre l'autre, on coche les cases et puis ils posent des questions, genre l'un va dire à l'autre, est-ce que c'est mon ballon? Et si l'enfant, il n'a pas coché la case mon, c'est le petit garçon là, c'est je, ballon, il va dire non, c'est pas ton ballon. Et quand tu dis oui, couler. Ça prend pas mal de temps, c'est pas une activité très rapide, mais c'est très intéressant pour vraiment encourager production orale avec les relations d'appartenance. Ça, c'est un jeu classique. Moi, je l'adapte. Mes collègues enseignantes de français en tant que langue maternelle l'utilisent beaucoup. Alors, je l'adapte à mes objectifs linguistiques, communicatifs. C'est des cartes, comme vous les voyez. Et c'était pour travailler le verbe aller conjugué au présent et les endroits de la ville. Par exemple, un groupe de 3, on va se partager les cartes de manière équitable. Je ne sais pas, 3 cartes à chacun. Et il va montrer, le premier enfant, il va montrer la carte et il va dire « Moi, je vais à la maison. Qui va à l'immeuble ?» Et l'enfant qui a la carte qui commence par immeuble, il va, la mettre par table. Ah, moi, je vais à l'immeuble. Qui va à la caserne des pompiers? Et ainsi de suite. Gagne qui finit ses cartes en premier. Au début, petite astuce. Au début, faut vraiment que l'enseignant ou l'enseignante joue avec ses élèves parce que s'ils ne sont pas habitués
c'est pas tout à fait évident, mais dès qu'ils apprennent la démarche, hop, ça va plus vite et il y a pas mal de possibilités où on peut utiliser ces jeux-là pour des éléments linguistiques, communicatifs, etc., de conjugaison verbale, du vocabulaire, etc., etc. Bah, un petit memory, un classique, hein, tout le monde les connaît, et un petit memory, mais 2 secondes, je vais juste boire un peu. Alors, je pense que c'est toujours plus intéressant de mettre des situations où les élèves doivent s'exprimer en moins de petites phrases que de mettre que des mots ou du vocabulaire tout simplement. À mon avis, ça enrichit les cours et ça leur donne aussi des outils de s'exprimer. Ici, c'est un memory pour travailler les sensations. Comme vous les voyez, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, j'ai soif. Et à partir d'une capsule. Moi, Mariana, j'ai fait pas mal de capsules pour mes cours, mais aussi j'utilise pas mal de capsules sur YouTube. Et celle-là, c'est une capsule que moi-même j'ai faite, mais vous pourrez utiliser n'importe quelle capsule, mais vraiment faire des memories où les enfants, quand ils tournent une carte, il faut dire la phrase et pas seulement des mots éparpillés comme ça n'a aucun sens et sinon les élèves seront capables de dire que des mots et ils seront pas capables de construire des phrases. Donc je souligne l'importance de vraiment faire des phrases. Et vu l'importance d'occuper les oreilles et les mains des enfants, surtout pour les plus petits, mais quand ils ont aussi 8 ans, 9 ans, ils ont aussi, il y en a qui s'intéressent toujours à la pâte à modeler. La pâte à modeler, c'est quelque chose de très important. Je pense c'est quelque chose de très important dans les cours de FLE aux enfants parce qu'on peut faire on peut construire pas mal de choses pour leur faire parler. Et ce que j'aime faire, c'est après avoir travaillé la famille, la présentation des membres de la famille et les noms, l'âge et les relations familiales, mon papa, ma maman, vraiment je parle là d'un niveau 1.1, c'est de construire la famille en bonhomme en pâte à modeler et les présenter ces bonhommes. Je pense que ça a beaucoup plus de sens. Les enfants touchent, c'est vraiment quelque chose de concret, on va dire. Et je voudrais vous montrer une petite vidéo que j'ai faite, ça fait 2 ans, avec un élève que j'avais. Il était vraiment débutant. Et là, il présente sa famille faite en pâte à modeler. Alors, je la cherche, la vidéo. Elle est où la vidéo? Tac, tac, tac. Elle est ici. Et voilà. Et c'est moi l'enseignante qui lui parle. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour, je m'appelle David. Jeudi, c'est la journée de la famille. C'est la papa. Comment il s'appelle ton papa? Il s'appelle Mars. D'accord. C'est la maman. Elle s'appelle Caroline. D'accord. C'est la sœur. La sœur, elle s'appelle Béatrice. D'accord. C'est qui? C'est ça il s'appelle David. Ah, c'est toi? Et c'est toi. D'accord. Merci David, bravo. Et voilà, bon, c'était juste pour illustrer de quoi je parlais. Je reviens sur les diapos. Tac, tac, tac. Ici et ici. Voilà.
Donc, on a pas mal de possibilités aussi. C'est la famille que moi, j'aime faire, mais on peut faire un tas de choses. Donc, vraiment, je suis sûre que vous aurez pas mal d'idées pour travailler avec la pâte à modeler si vous ne le faites pas encore, évidemment. Et finalement, on arrive à notre problématique, on va dire, à notre contexte actuel au Brésil. Et si vous êtes partout dans le monde, sûrement vous avez vécu ça. Covid-19, les cours en ligne, les cours à distance. Est-ce possible à distance avec les enfants? Bon, alors, d'abord, nous savons bien que les temps de concentration des enfants, il est très limité. Désolée, il a manqué l'accent sur les diapos. Moi, je dirais que 30 minutes maximum pour un cours de FLE pour enfants à distance, vraiment. Et je considère un enfant 8 ans, 9 ans maximum. Puis après, c'est un pré-ado, c'est vraiment d'autres caractéristiques. Là, je parle des enfants à partir de 2-3 ans à 8, 9 ans, 30 minutes maximum. Plus que ça part dans tous les sens. Vraiment, l'attention, c'est quelque chose de très limité. Et le travail vers l'écran, ça nous ouvre de nouvelles possibilités de jeu. On va laisser les jeux d'avant. Par exemple, on peut jouer à la pâte à modeler. Oui, on peut, mais l'écran, ça limite un peu les échanges. Donc, je pense que plutôt que d'adapter les anciennes pratiques, il faudrait, je pense, s'ouvrir vraiment aux nouvelles possibilités offertes par les écrans. Et je souligne le fait que quand on parle des cours à distance, on parle de la partie synchrone, mais aussi de la partie asynchrone. Qu'est-ce que c'est la partie synchrone? C'est vraiment les cours en direct. C'est vraiment quand les deux, l'enseignant et l'élève ou les élèves, les groupes, ils se connectent en même temps, comme nous aujourd'hui, vraiment notre connexion synchrone, vraiment. Et comment moi j'organise mes cours de FLE pour enfants à distance? Toujours les rituels, mais toujours. Je commence toujours avec une chanson pour vraiment rentrer dans l'ambiance. Une chanson animée avec de belles images, une clip YouTube intéressante. On fait la date, on parle de la météo. Puis après, j'utilise un document déclencheur, soit la même chanson utilisée en début des cours qu'ils connaissent déjà, soit une petite image ou quelque chose vraiment lié au sujet du cours. Puis après, je passe aux capsules vidéo. Et là, dans les capsules vidéo, c'est possible de travailler les structures linguistiques à partir des images et à partir des gestes. L'importance des gestes pour faciliter la prononciation et aussi l'apprentissage. Ces capsules vidéo, c'est pas n'importe quelle capsule vidéo. Ça peut être des capsules vidéo des méthodes déjà conçues ou ça peut être des capsules vidéo faites par vous, par nous, par moi, où on y met les structures linguistiques qui va introduire le sujet et va leur faire répéter, par exemple. Moi, personnellement, je préfère leur faire répéter en vidéo. Je ne sais pas, mais je pense que ça leur attire plus d'attention que de leur montrer l'image et de leur dire répétez. Ma démarche, elle est toujours la même. Je leur montre la vidéo. Ils écoutent ce que la vidéo va dire et puis je stop et comme ça, ils répètent. Et je stop, ils répètent. D'après ce que je vois, ça les laisse, désolé, plus attentifs. Donc, les capsules vidéo sont vraiment très importantes dans mes cours pour après passer aux images, des sortes de flashcards numériques où il y aura des échanges. Et une question que quelqu'un m'a posée un jour, c'était comment vous faites parler les élèves? Et
une manière très, très, très efficace de faire parler quelqu'un, c'est quand on lui pose des questions. Donc, on travaille beaucoup avec des questions-réponses. D'abord, moi, je pose des questions à tel élève ou à tel élève, mais des trucs vraiment avec une dynamique très, 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 très vivante, on va dire, vraiment quelque chose qui les maintient attentifs. Et puis après, on passe aux questions élève-élève. J'ai dit, par exemple, Gabriela pose la question à Isabella. Et, Isabella, quel temps fait-il aujourd'hui? Et elle va répondre selon l'image. Et puis, ça continue pour après, à la fin du cours, arriver à la production orale libre où je ne vais pas leur montrer des images et ils vont me dire « Ah d'accord, mais quel temps fait-il aujourd'hui chez toi ?» Et à partir de tout ce qu'ils auront travaillé, ils seront capables, enfin, dans les mondes idéal, on le sait bien, quand tout se passe bien, etc., à exprimer la météo de chez soi. À côté, il y a la partie asynchrone des cours à distance. Il y a les travaux à la maison. Fondamental, ça fait partie des cours en ligne. C'est pas quelque chose de plus, c'est une partie intégrante. Et je souligne que la participation de la famille pour le plus petit, jusqu'à l'âge de 8 ans, 9 ans, c'est essentiel. Il y a pas mal d'enfants qui se débrouillent pas tout seuls avec l'ordinateur, même pas avec la tablette, avec les portables. Donc, il faut que la famille y participe. Et il faut envoyer tous les documents aux familles. Moi, mon coup de cœur, c'est vraiment faire cet envoi sur Padlet parce que je vois que ça laisse aux familles vraiment les documents très organisés, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on peut envoyer pour le travail à la maison? Des capsules vidéo, les mêmes à utiliser en cours, des chansons, pas que les chansons chantées en cours, mais on peut leur envoyer d'autres. Pourquoi pas chanter en famille, c'est très bien, c'est rigolo. Des capsules pour travailler les vocabulaires, soit pour réviser les vocabulaires déjà travaillés, soit pour avancer les vocabulaires qui sera travaillé dans une logique et classe inversée, à vous de voir. Des dessins animés, pourquoi pas. Donc, il y a une multitude de possibilités des capsules vidéo et de jeux en ligne. Là, on est bien d'accord avec la problématique de l'utilisation de l'écran par les enfants. Mais je pense que c'est intéressant. Donc, des jeux d'association, des puzzles, des mots croisés et des mémories. Et une question, ok Mariana, mais où est-ce que je vais trouver ce jeu en ligne? Réponse, il y en a pas mal sur Internet et un site que j'adore, learningsup.org. C'est vraiment un site que j'adore. Pourquoi? Il y a pas mal de jeux déjà faits par des collègues très intéressants et on peut fabriquer nos jeux à nous. Ce qui est très intéressant, c'est que on peut les sauvegarder et on peut les sauvegarder pour l'avenir. Donc, ça nous fait aussi des fichiers pour l'avenir et je trouve ces sites vraiment super. Moi, j'adore. Il y a pas mal de possibilités et des possibilités pour travailler le langage oral. Il y a des mémories où on peut faire oral, par exemple. On peut associer une image à une phrase dite oralement. Pour les plus petits, pour les enfants pas encore lecteurs, non lecteurs, c'est très intéressant. Vraiment, je vous invite, si vous ne les connaissez pas encore, je vous invite vraiment à les découvrir. Pour avoir plus d'idées, c'est vraiment, j'aimais les couvertures des livres que j'aime bien, que j'utilise, mais pas que de livres. Alors, les livres d'Hélène Ventier, ces livres-là, on peut pas le connaître. C'est vraiment la Bible, je pense. L'enseignement aux enfants en classe des langues. Ces livres-là de Maison des langues, je pense, c'est
très intéressant. Il n'y a que 2 jeux sur les Zoom, la complément logique. Les sites de TV5, cette méthode-là, les petits français, c'est une méthode payante, mais il y a quelques activités on peut utiliser en liberté sur leur site et les méthodes dont les couvertures, vous les voyez. Donc, passe-passe, déchets Didier, zigzag, capsule, les loustiques et pour le plus petit, les petits loustiques. C'est assez intéressant de connaître toutes ces œuvres. Et YouTube, vraiment, c'est une source incroyable de ressources. Pour le tout petit, genre 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'aime bien la chaîne Monde de Titouni. Pour les histoires, j'aime bien ces 3 chaînes-là. Les belles histoires de Pommes d'Api, Les petits coucous et Tio Deket. C'est pas une chaîne francophone à la base, mais il y a pas mal d'histoires en français. Et les chansons, des chaînes avec des chansons, des comptines. Les Patapons, Pierre Lozère, Comptines et chansons et mon coup de cœur, cette chaîne qui s'appelle Tialela 99 avec les chansons d'Alain Lelay. C'est vraiment les chansons que mes élèves adorent et ont toujours adoré parce que leurs vidéos sont très bien faites, les mélodies sont gaies, on est content quand on écoute ces chansons, vraiment. Ben, mes références bibliographiques et j'ai fini avec une citation d'Hélène Ventier qui dit qu'enseigner une langue à un enfant, c'est l'ouvrir sur les mondes. Et merci beaucoup. Ouf. Merci à vous, Mariana, pour cette présentation. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de ressources, il y a eu pas mal de réactions sur le chat. Lors de la présentation, bon, peut-être Ingrid va m'aider parce que j'ai listé les questions. Je ne suis pas sûre de les avoir toutes notées. Donc, avec Ingrid, on va vous les dire. Alors, la première que j'ai notée, sauf erreur de ma part, c'est une question d'Isabelle qui, au moment où vous parliez de l'activité mémo de la pâte à modeler, vous demandez plus ou moins pour quelle tranche d'âge c'était conseillé de mettre ces activités en place. Alors, à partir de 3 ans, ça marche très bien. 2 ans peut-être, mais 3 ans, ça marche très bien. Jusqu'à l'âge de 7 ans, peut-être 8 ans. Mais de 3 ans à 6 ans, 7 ans, ça marche très bien. Ça marche bien, je veux dire. Ils sont intéressés, ils s'amusent avec le jeu. Ils veulent vraiment construire soit des bonhommes, soit des trucs en pâte à modeler. C'est vraiment un outil très intéressant, je pense. Alors, on a aussi demandé qu'est-ce qu'une capsule vidéo? Merci. Alors, capsule vidéo, c'est les termes utilisés pour une vidéo. En fait, c'est vraiment, en gros, c'est ça. Quand j'ai dit capsule vidéo, c'est vraiment une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube. Si je mets sur les moteurs de recherche là de YouTube, je sais pas, passé composé, je sais pas. C'est pas le cas, mais c'est passé composé qui me vient là. Non. Exprimer ses sentiments. Si on met sur le moteur de recherche exprimer ses sentiments, il y aura pas mal de vidéos sur les résultats. Chaque vidéo, c'est une capsule vidéo. Capsule vidéo, c'est les termes utilisés en didactique en ces moments, mais c'est tout simplement une vidéo. Super, merci beaucoup. Je crois, Ingrid, dis-moi si je me trompe, mais il y avait une question de Maria Cristina qui demandait si les activités justement liées aux capsules vidéo pouvaient s'appliquer pour les enfants entre 3 et 4 ans. Ah ouais, je pense. Ouais, je pense. Pour les capsules vidéo, ouais. Surtout, on a toujours la problématique, les temps d'utilisation des écrans par les enfants. C'est une problématique plus grande, on va dire. Mais oui, c'est très, très, très utile. Ça donne une touche, comment dire, ça laisse les cours plus intéressants à leurs yeux, vu notre contexte assez différent. Alors, Maria Christine a aussi demandé combien d'enfants parcours synchrone?
Bonne question aussi, hein. Moi, en général, dans mon contexte, j'ai la chance de travailler avec 8 enfants maximum, mais je sais que ce n'est pas toujours le cas. Et je dirais que moins d'enfants on a, plus d'opportunités et plus de chances on a de leur faire attention. Donc, mais je sais bien que chaque contexte est un contexte. Merci beaucoup, Mariana. Il y a également une question de Juliette qui demande si vous avez d'autres recommandations de pages pour jouer en ligne. Il y a Joao qui a répondu Mind Mentor. Je ne sais pas, Padlet aussi, Learning App. Enfin, je ne sais pas si vous avez d'autres recommandations. En général, je trouve pas mal de… sur Google, il y a pas mal de choses, sauf que faut que je vérifie toujours avant d'envoyer les jeux déjà faits à mes élèves, parce que malheureusement, il y a quelques fautes. Donc, faut vraiment vérifier ce qu'on va envoyer aux élèves avant. Sur Google, il y a pas mal de portails, mais je ne sais pas par cœur, mais c'est vrai que ma ligne principale, c'est toujours Learning Zap. Ok, c'est noté. Le lien apparaît sur le chat justement de Learning Zap. Ah, il y a aussi super. Language Online. Je connais pas. Je connais pas. Ah, je connais pas, d'accord. Il y a aussi WordWall. C'est très bien, c'est très joli. Ok, super. C'est un site australien apparemment. Donc merci pour ces recommandations des participants sur le chat. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont apparues sur le chat. N'est-ce pas, Ingrid? Je ne sais pas si tu en as recensé d'autres. Moi, non. Non. Ok. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous souhaite prendre la parole directement. Je vais vous donner la possibilité d'activer vos micros si vous le souhaitez. Voilà, normalement, c'est bon. Vous avez la possibilité d'activer vos micros, donc n'hésitez pas à le faire pour poser une question à Mariana. Nous avons encore quelques petites minutes d'échange, donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions ou faire part de vos commentaires d'ailleurs. Non, personne ne se manifeste. Oui. J'ai une question. C'est Marcella, je suis à Florianopolis. Mariana, je voudrais savoir, que vous avez dit que le temps de concentration, c'est 30 minutes. Alors, est-ce que vous considérez que si on a un cours plus long avec une pause, ça c'est faisable ou vous ne conseillez pas? Alors, il y a toujours, il y a aussi la demande de l'institution qu'on doit considérer. À mon avis, si c'est une pause vraiment où l'enfant peut se reposer, pourquoi pas, il faut essayer. Mais avec mes élèves de 6 ans, 7 ans, je vois que vraiment, à la fin de 30 minutes, ils sont épuisés. Ils commencent à se lever. Vraiment, on n'en peut plus. Donc, je ne sais pas, il faudrait essayer. Je sais bien qu'il y a la demande de l'institution, il y a tout cela à gérer. Mais je ne sais pas. D'après mon expérience, 30 minutes, ça suffit. Ils commencent à se lever, regarder ailleurs. Donc, je ne sais pas si j'ai pu vous aider. Merci. De rien. Merci pour votre réponse, Mariana. Est-ce qu'une autre personne souhaite poser une question directement? N'hésitez pas. Non, je crois que non. Moi, j'avais une... Alors, pour l'instant, je vais envoyer le mot-code. D'accord. On attend un peu. Et voilà, le mot-code est sur le chat. Notez-le. Et donc, j'en profite pour poser ma question. Alors, ma question était, quand vous proposez le cours synchrone en distanciel, est-ce qu'en amont, il y a une petite formation qui est prévue pour les parents ou pour les enfants pour leur expliquer un peu la marche à suivre, le processus, voilà. Ouais, moi j'aime bien faire un petit rendez-vous, enfin pas un rendez-vous, mais quelque chose qu'Internet nous permet pour vraiment expliquer comment on va travailler. Parce que déjà non, désolé, encore les familles angoissent, c'est vraiment un contexte angoissant. C'est lui qu'on est en train de vivre en ces moments. Mais oui, soit je leur envoie un mail, soit je fais une réunion, soit je prends un rendez-vous.
désolée. Soit je prends un rendez-vous sur Zoom ou WhatsApp pour vraiment laisser ça très clair. Comment on va travailler et l'importance de votre participation dans ces processus. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a une question qui est apparue entre-temps sur le chat de Juliette qui demande quel type d'activité pourriez-vous recommander pour développer l'esprit critique chez les enfants dès tout petits? L'esprit critique, de quoi on parle exactement? À quoi la collègue Alors, pour dire quelque chose, faudrait savoir à quoi on pense quand on pense vraiment à l'esprit critique et dans quelle méthodologie, on va dire, on est inséré. Donc, faudra y réfléchir avant de dire quelque chose. Je ne sais pas si Juliette peut activer son micro, peut-être pour préciser sa question. Alors, on a une autre question. Comment bien se former dans ce domaine au Brésil? Bonne question, hein, mais oui. Très bonne question. Alors, à l'université, quand on a vraiment des ateliers de formation, moi, je connais que les universités publiques de Sao Paulo, de l'État de Sao Paulo. Malheureusement, c'est pas un domaine très, très, très recherché à nos jours, le FLE aux enfants. Il y a des recherches, oui, mais c'est au Brésil, c'est pas vraiment très célèbre. À l'université, on peut développer des recherches dans les contextes professionnels qui nous permettent d'essayer, de vraiment faire ce qu'on veut en termes de pratique pédagogique. Et moi, j'ai dû partir en France pour faire ces stages aussi avec Hélène Ventier. Donc, c'est vrai qu'au Brésil, spécifiquement, je connais pas vraiment deux endroits où je peux pas vous dire non, dans telle université il y a une approche FLE pour enfants. Je connais pas. À Sao Paulo, non, il y en a pas. J'ai étudié à l'USP et non, il y en avait pas. Alors, Juliette a écrit. Alors, je veux savoir comment commencer à développer un critère. Je veux dire une posture critique. Que l'enfant soit capable de justifier son point de vue, etc. Alors, comment peut-on commencer à le développer en classe? Alors, ça dépend, pour commencer à vous répondre, Juliette, ça dépend du niveau des apprenants. On peut pas, je ne vois pas comment commencer à développer l'esprit critique s'il n'est pas encore capable de faire des phrases tout simples, de s'exprimer à la base. Ce qu'on peut commencer à faire, c'est toujours, quand c'est les moments, parce qu'il y a toujours une logique à suivre, on ne peut pas partir d'où on veut, il y a toujours une logique, une progression, un programme, etc. Mais d'exiger, si on peut dire comme ça, mais d'accepter qu'il y ait des réponses justifiées. Moi, j'accepte qu'il y ait des réponses justifiées. Mais pourquoi? Parce que, je pense que depuis petit, on peut commencer à ça. Mais on ne peut pas penser à ça sans l'outil. Et l'outil, c'est la langue. Donc, faut leur donner ces outils. Donc, faudra réfléchir, à mon avis, au niveau des apprenants. Merci. Ensemble, en cœur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont apparues sur le chat. J'en ai pas noté. Je ne sais pas, Ingrid, si toi, tu en as noté. Il y a une de Marcella. Croyez-vous que la classe inversée avec les enfants est une stratégie qui marche bien? Oui, j'y crois, mais pas que ça. Pas que ça. Moi, je fais appel à des caractéristiques, on va dire, de la classe inversée. Parfois, j'avance les contenus à la maison, mais pas toujours. Parfois. Je fais un mélange. Je pense que ça, c'est pour changer un peu. J'aime pas trop la routine, genre toujours faire les mêmes activités. Donc oui, parfois j'avance, mais faut que la famille soit vraiment les familles en fait soient vraiment mes partenaires. Ça sert à rien d'essayer de faire la classe à distance avec les enfants si les familles peuvent pas les aider. Et c'est intéressant, et je profite pour vous dire quelque chose. C'est intéressant
Parce que quand la famille elle n'est pas francophone ou quand le papa ou la maman il n'est pas francophone et il suit les cours, il prépare les cours ou il fait les travaux asynchrone avec son enfant, c'est très intéressant parce que lui, il apprend aussi et il se sent motivé et c'est hyper intéressant niveau motivation, c'est génial. Mais faut que les deux parties du contrat d'apprentissage soient vraiment honnêtes. Est-ce qu'on peut le faire? Si les familles me disent, mais Mariana, on n'a pas le temps, bah, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On ne fait pas des miracles, on fait ce qu'on peut. Moi, j'ai une devise, si je peux vous dire, c'est une devise faite par une collègue qui m'a dit, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, si la famille ne peut pas, elle ne peut pas. Les Français aiment bien se dire cette phrase en général. Ouais. Merci beaucoup, Mariana. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Donc, on va peut-être se quitter pour aujourd'hui. D'accord. Donc, merci beaucoup encore une fois pour cette présentation qui a beaucoup intéressé. Il y a eu beaucoup de remerciements aussi tout au long de votre présentation. Super. Et à la fin de votre intervention. Il y en a là voilà, qui arrivent, beaucoup de remerciements au moment où je vous parle. Donc, avant que l'on se quitte, je tiens à vous rappeler que nous pouvons, que j'espère que l'on se retrouvera la semaine prochaine pour notre prochain webinaire, le webinaire 22, qui aura donc lieu mercredi 2 septembre à 15 h, comme d'habitude. Et ce webinaire portera sur la classe à parole et sera présenté par Adriana Daventure, que vous connaissez peut-être pour certains, qui est ACPF au consulat de Rio. Donc, merci, on espère vous retrouver nombreux. Merci, merci beaucoup à vous tous. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Merci.